Quand je suis devenue plus grande, mon plaisir était aussi de parler avec ma mère. Elle était très intelligente, elle avait une culture et une vision de la vie qui me plaisaient. Pendant qu'elle repassait le linge, par exemple, je m'asseyais des fois à côté, sur une chaise, et je racontais tout ce qui m'arrivait, tout ce qui me chagrinait. Je me souviens d'un jour, quand on habitait déjà à Baia Mare, je me promenais dans la rue quand j'ai vu venir vers moi un garçon. J'ai failli tomber dans les pommes quand j'ai reconnu mon copain Tibi de l'école à Satu Mare, avec qui j'étais en classe jusqu'au 6e. Je l'ai perdu de vue depuis quelque 2-3 ans, quand on a déménagé à Baia Mare suite à la mutation de mon père. J'avais souvenir d'un beau garçon, plus petit que moi en taille et qui bégayait un peu, mais qui au moment de mon départ dans l'autre ville m'a fait un petit dessin avec un oiseau et il a écrit « Je t'aime ». Et ensuite « Souvenir ». Je ne sais pas si j'ai aimé, mais j'aime maintenant, Tibi. Donc, je me suis retrouvée nez à nez avec ce garçon de 16 ans qui était devenu plus grand que moi, dont sa voix a mué et son Bermuda m'a fait voir ses mollets. En somme, un vrai jeune homme. Ça a été un tel choc que j'ai perdu mes forces et à peine si j'ai pu dire quelques mots. Je suis rentrée presque en courant à la maison et j'ai dit complètement hystérique à ma mère « Tu te rends compte ? Il a des poils foncés sur les jambes. » Elle n'a pas ri de me voir si bouleversée. La même année, il m'a envoyé une carte postale de Satu Mare dont voici le texte. Chère Antonia, je t'envoie cette carte postale de Satu Mare car je sais que tu collectionnes les cartes postales. Ainsi tu vois que je n'ai pas oublié tes occupations pendant ton temps libre. Si je trouve d'autres jolies cartes, je t'en enverrai d'autres. Transmets de ma part mes salutations et mes compliments à tes parents ainsi qu'à tes sœurs. Avec tout mon amour, Tiberiu. Sur cette carte, j'ai notre adresse à Baia Mare qui est intéressante pour moi car je ne me souvenais plus. Sur cette carte ainsi que sur le petit mot précédent, il m'écrit en roumain. Nous étions en classe roumain, mais nous parlions en hongrois entre nous. Il n'a jamais appris à écrire le hongrois. Ensuite, on s'est revus plusieurs fois. Je crois qu'il était en vacances et je lui ai présenté mes amis de Baia Mare, dont une fille, Ioana, qui ressemblait un peu à l'actrice italienne Sofia Loren. Et là, son caractère dragueur est ressorti, j'étais presque de trop, je me sentais ignorée et abandonnée. Je l'ai revu ensuite beaucoup plus tard, à Cluj, où j'étais en internat pour préparer mon entrée à l'université de langue. Je voulais être prof de français. Malheureusement, j'ai échoué 2 années de suite, surtout à cause du roumain, car il y avait un certain nombre de places et ceux qui avaient les meilleures notes ou les meilleurs pistons pouvaient souvent y accéder pour les disciplines très demandées. On s'est rencontrés à Cluj, où il préparait aussi l'entrée à une université, je ne me souviens pas dans quel domaine. Pareil, comme à ses habitudes, il me parle de ses conquêtes, de ses succès féminins, etc. Là, je me suis lancée, et pour me venger, je lui ai dit que moi je l'aime bien, mais que je ne veux plus le revoir si c'est pour l'écouter me parler de ses conquêtes. C'est ainsi que notre rapport, très platonique depuis 12-13 ans, a pris fin pour toujours. Je ne l'ai plus jamais revu ensuite. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il est devenu. Je l'ai cherché partout, sur Internet. Je ne sais même pas s'il est parti de Roumanie après 1989, la chute du mur et la fin du communisme, mais je crains qu'il ne soit plus de ce monde. Aujourd'hui, je me demande s'il ne faisait pas exprès de toujours me parler des autres filles pour me rendre jalouse et me montrer que d'autres apprécient sa compagnie. Est-ce qu'il m'a vraiment aimée, alors que moi j'ai eu peur de passer après les autres, et donc j'ai réagi en restant gentille mais toujours distante. En ce qui concerne les vacances, nous ne sommes jamais partis en vacances ensemble avec les parents. Nous n'avions pas les moyens financiers, mais on ne s'ennuyait jamais. Lecture, tricot, broderie,
dessin, aide à la maison et bien sûr jeux entre nous. Et ce qu'on aimait beaucoup aussi, c'est de feuilleter le catalogue allemand Neckermann. Je ne sais pas comment on pouvait l'avoir, peut-être par les parents de Pirigno, dont le père travaillait dans l'usine de confection de vêtements Mondiala à Satu Mare. C'est son père qui nous cousait aussi les manteaux d'hiver. Il n'y avait pas encore du prêt-à-porter, la plupart des vêtements fabriqués à Satu Mare partaient à l'étranger. On admirait les beaux vêtements, que ma mère copiait parfois pour nous confectionner des robes à la mode. Mais par-dessus tout, on organisait un concours de beauté des mannequins. Qui est la plus belle femme? Qui est le plus bel homme du catalogue? Et ça durait longtemps, et on pouvait revenir le lendemain ou un autre jour, les admirer, les aimer. Si ces mannequins savaient à l'époque qu'ils faisaient rêver des adolescentes à l'Est, nous n'avions pas de catalogue français à l'époque. En hiver, dans la maison, on couvrait la table avec une couverture et avec les poupées, on inventait des histoires dans cette ambiance feutrée. On a quand même passé quelques étés chez les grands-parents Geiger. Avadul Krishului, en hongrois, Körösrév. Mon grand-père était employé comme comptable dans une usine où on extrayait du kaolin. La maison était presque dans la cour de l'usine. Juste à côté, sur des étagères extérieures, on séchait le kaolin. Ça ressemblait un peu à de la pâte à modeler, et évidemment, on n'avait pas le droit d'y toucher. Enfin, de temps en temps, on chipait un petit bout sur le bord de la galette de kaolin pour jouer avec. Je ne sais pas comment on séparait la pâte du sable blanc. Ce sable blanc était déchargé en monticules tout autour de l'usine, où nous allions parfois construire des toboggans dans le sable blanc. On grimpait à quatre pattes et on se laissait glisser jusqu'en bas. Quel bonheur! Il n'y avait pas de toboggan comme c'est courant aujourd'hui dans chaque ville. Nous avons une photo devant ce séchoir de kaolin avec ma mère et ma cousine Marty dans ses bras. Pour la photo, nous avons mis toutes les trois notre belle robe vert tendre que maman nous a cousue toutes pareilles. Je pense qu'elle était en congé et elle est venue aussi chez ses parents en train. Et elle était là aussi avec nous et ma petite cousine Marty. Ma grand-mère était très occupée car en plus de la cuisine et les courses, elle faisait la couture pour les paysannes du coin. Elle devait bâtir et découper le tissu sans se tromper, sans gâcher le tissu, donc un vrai travail intellectuel, sinon elle n'était pas payée. Le grand-père ne lui donnait que le strict minimum pour la maison. Depuis longtemps, leur vie de couple était très triste, je pense. Ce qui veut dire qu'elle avait peu de temps à nous consacrer. Je me souviens des siestes obligatoires, même après 10 ans. On essayait bien de tricher un peu, en faisant semblant de se réveiller, mais comme on n'avait pas de montre, on ne se rendait pas compte depuis combien de temps on était dans la chambre, donc des fois il fallait y retourner. Et ensuite, à 4 heures, le goûter obligatoire aussi. Du lait caillé de buffle. On n'aimait pas ça, c'était très gras et avec un goût un peu fort. Mais pas de discussion. Je suppose que pour la santé des gamines, c'était pas trop mauvais. Il y avait un poulailler avec des poules qui pondaient des œufs et le soir, toute seule, elle rentrait dans le poulailler. Sur une photo avec le cousin Mario, qui habitait encore à Cluj, Kolozsvár en hongrois, et qui est passé chez les grands-parents cet été quand je devais avoir 14 ans, nous sommes en photo avec le poulailler dans le fond. Je pense qu'il est venu prendre congé. Il a dû finir son bac, parce qu'il avait 4 ans de plus que moi, parce qu'il devait quitter la Roumanie pour habiter en Bulgarie. Son père, médecin bulgare, a été contraint de quitter la Roumanie, car il était considéré comme un rebelle et étranger de surcroît. Marion m'a écrit quelquefois une carte postale ou une petite lettre, et ensuite nous nous sommes revus quand j'ai eu 17 ans. Ma grand-mère m'a amené avec elle en Bulgarie, à Oryaovo, près du fleuve de le Danube,
où ils se sont établis après leur départ de Cluj. Parfois, le soir, avant de dormir, le grand-père jouait avec nous au chat et la souris. Le grand-père fumait beaucoup une cigarette sans filtre et qui puait. La grand-mère le disputait souvent car elle ne supportait pas l'odeur de ce tabac, Carpati, fabriqué en Roumanie sans filtre et de mauvaise qualité. Je pense que son séjour dans le Donbass l'a habitué au tabac, car tout le monde fumait là-bas, et ça les a aidés à supporter les horreurs de la déportation. Un jour, pendant qu'il s'occupait des poules, il a posé sa cigarette allumée sur le bord d'une chaise dans la remise. Curieuse, je devais avoir eu 9-10 ans, je l'ai prise toute tremblante car interdit, et j'ai tiré une bonne bouffée de fumée. J'ai eu un haut le cœur, j'ai toussé et j'ai failli vomir tellement c'était infect. Comment on peut aimer cela? À partir de ce moment, je n'ai plus jamais essayé de fumer, ni quand plus tard on allait au café, ni aux soirées dansantes, malgré l'insistance de mes amies qui fumaient toutes. Le soir, la grand-mère nous faisait rire aussi à nous attraper ou elle lisait une histoire. J'aimais beaucoup les revues reliées en un seul livre qui appartenait à ma tante Pincy, la sœur de maman. Il y avait des histoires qui se prolongeaient d'un mois à l'autre et des jeux et des devinettes. J'ai des photos aussi avec des poupées avec des vêtements. Nous dessinions la poupée en carton et ensuite on la découpait et dans du papier on dessinait et coloriait des vêtements pour les habiller. Mais dont on se souvient toutes les trois, c'était les wagonnets qui roulaient sur des rails et qui faisaient le tour de la maison pour aller déverser le sable au bout des rails. Sur chaque wagonnet, il y avait un jeune homme ou un garçon qui dirigeait. On guettait à la fenêtre pour voir qui va arriver. Chacun de nous avait son garçon préféré et on rigolait et on se cachait derrière le rideau dès que le wagonnet arrivait en vue. Bien sûr, on faisait en cachette des grands-parents. Je pense que pour les ouvriers, c'était aussi une distraction de voir ces trois filles faire les folles. Dans les champs alentours, on courait pieds nus parmi les fleurs de trèfle, et un jour j'ai marché sur une abeille et j'ai eu très très mal car ça a beaucoup gonflé sous la plante des pieds. Il y avait aussi des mares dans les champs qui étaient pleins de grenouilles. Avec des enfants du pays, nous pêchions les grenouilles. Certains garçons s'amusaient à les attraper à la main et les jeter contre une pierre pour les tuer. J'ai essayé moi aussi, en trouvant un certain plaisir et en même temps de l'horreur à mon geste. Je l'ai fait une fois. Ensuite, j'ai évité d'y retourner plutôt que d'être obligé de faire comme les autres. Les enfants sont parfois si cruels. Je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup de mouches. Ma grand-mère était experte, elle attrapait tout ce qu'elle voulait. Elle nous a promis une petite pièce pour chaque mouche attrapée, mais nous étions vraiment pas doués à ce jeu-là. J'ai souvenir d'un ou deux petits séjours chez les grands-parents Balochko. Ils habitaient à Chilindrou, à 4 kilomètres de la frontière avec la Hongrie, dans une petite ferme en terre battue, au milieu des champs de maïs. Pas d'électricité, pas d'eau, de la terre battue, un énorme four en terre dans la pièce principale où on faisait cuire du pain et on chauffait en hiver. La poule avait aussi son entrée quand elle avait des poussins. Le soir, on allumait la lampe à pétrole. Nous sommes restés peu de temps juste avec mon père, je crois. Pour dormir, on prenait la chambre propre, sur la gauche de la photo, dont la fenêtre donnait sur le côté de la maison et non pas sur le tornats, comme on nommait. C'était humide et ça sentait pas bon. Il n'y avait pas de matelas, mais un genre de drap housse rempli de paille et un autre drap housse rempli de plumes pour se couvrir. Je n'aimais pas trop cela, j'ai eu du mal à dormir, et le soir la lumière de la lampe était triste. Un chien était attaché avec une chaîne à côté de sa niche. Jamais je n'aurais osé l'approcher. C'était un animal pour garder la maison et avertir en cas d'intrusion. Les toilettes dehors au bout du terrain,
Dans une cabane en latte de bois très approximativement construite, on pouvait voir dehors partout papier journal et accompagné de sifflets. J'avais peut-être 8, 9 ans, je pensais qu'il y avait un garçon qui travaillait par là et qui sifflait, ce qui me bloquait pour les besoins. Mon père qui savait siffler nous interpellait par un sifflement qui sonnait à peu près ainsi, qui me faisait penser à Don Chico. C'est lui qui m'a expliqué ensuite que c'était un oiseau. Aujourd'hui, je pense que ça pouvait être un merle. À cette époque en ville, il n'y avait pas vraiment ni chien, ni chat, ni oiseaux. Les gens n'avaient pas les moyens de les entretenir. Ils étaient contents de pouvoir se nourrir eux-mêmes et leur famille. Quand j'étais encore plus jeune, une autre fois je me suis aventurée dans un champ immense autour de cette maison. Je me suis perdue, je me souvenais plus de quel côté il fallait aller pour retrouver la maison. J'avançais toujours devant moi, en étant persuadée que c'était par là. Et au fait, je m'éloignais de plus en plus. Je commençais à pleurer. À un moment donné, j'ai entendu le cousin Antti de Hongrie, qui avait 10 ans de plus que moi, m'appeler « Don Chico !» C'est lui qui m'a trouvée. « Regarde, c'est derrière toi la maison. » J'avais très honte, mais j'étais soulagée en même temps. Mes parents ont fait beaucoup de choses pour faciliter notre vie. Ils ont élevé des poules, un cochon qu'on tuait en décembre avant Noël. On mangeait les cochonailles en gelée et on consommait les oreilles et la queue aussi. C'était très bon et aujourd'hui on considère que la soupe avec des os est bon pour la santé parce qu'ils contiennent du collagène. Dans la petite cour, il y avait un poirier et un abricotier. Ce dernier arbre est mort, je pense à cause du purin du cochon, parce que la porcherie a été installée tout près de cet arbre. Le poirier, par contre, est devenu énorme et aujourd'hui encore, il donne beaucoup de fruits que la famille de la tante ramasse pour faire de l'eau de vie avec et qu'on appelle palinko en hongrois et tsuika en roumain. Mon père a eu aussi des abeilles, dont les ruches étaient transportées par une charrette à cheval pour les mettre en plein champ. On avait même dans la véranda une essoreuse à miel pour extraire le miel. Malheureusement, à l'occasion d'un transport en charrette, les ruches sont tombées et les abeilles envolées. Quand nous sommes devenues plus grandes et on habitait à Baia Mare, ma mère a décidé de passer son bac pour pouvoir aller travailler. Elle prenait des cours du soir en roumain et de temps en temps, le week-end, elle devait aller à Satu Mare pour participer aux cours. Ça a duré 2 ans. Elle a refait la première, qu'elle a abandonnée pour se marier, et l'année du bac ensuite. Ça m'a fait bizarre, mais en même temps je l'ai admirée pour sa persévérance et son courage. Elle a passé son bac avec succès. Je l'ai presque enviée, car moi je n'y étais pas encore. Aussitôt après, elle a été embauchée d'abord comme bibliothécaire dans l'entreprise où travaillait mon père, un institut de projection, c'est-à-dire d'architecture, et ensuite comme employée secrétaire dans le même institut. Voilà. Notre déménagement à Baia Mare a été difficile pour moi. Mon père a eu une promotion en y allant travailler, donc on a suivi. J'ai fini là-bas le lycée, mais j'ai regretté mes amis de Satu Mare. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, sauf donc Ioana, la belle, et Kishronticilla, chez qui j'ai passé souvent des anniversaires où on dansait et on faisait le goûter. Ses parents étaient assez aisés pour l'époque. Mon père a pris des cours de peinture dans la célèbre école d'art de Baia Mare. Un jour, mon père s'est assis au balcon de notre appartement à Baia Mare et il a peint à la gouache le pont sur le Cesar et un immeuble en construction qu'on apercevait de notre appartement. Ce dessin peinture a été encadré et été accroché sur le mur du salon
partout où nous avons habité par la suite, à Satu Mare aussi. J'ai retrouvé une photo de ce dessin de mon père que André a photographié plus tard. L'original est resté chez Martha après le décès de notre mère. Moi, j'ai pris des cours de chant. Malheureusement, j'ai été tellement pleine de trac que j'étais incapable de chanter en public, ma voix vacillait. Mais là-bas, j'ai connu un bel jeune homme, Herzog Zoltán, Prince Zoltán, avec un beau nom comme ça et qui avait une belle voix de baryton. Nous avions une connaissance en commun qui m'a parlé de lui. Il était orphelin, élevé par une tante, et il avait presque 10 ans de plus que moi. Il lui a dit un jour qu'il me trouvait pas mal, mais que j'étais toujours mal peignée, ébouriffée. Cette réflexion m'a décidé d'aller chez le coiffeur et de me faire couper les cheveux. Enfin, j'étais un peu trop jeune pour lui, et aujourd'hui je comprends pourquoi il n'a jamais voulu sortir avec moi, j'étais encore mineure. En tout cas, grâce à sa réflexion et les cheveux courts, dorénavant j'ai eu de la chance de ne pas brûler. Après le bac et le premier échec au concours d'entrée à l'université, j'ai commencé à travailler à l'Institut d'architecture où étaient déjà mes parents. J'ai commencé dans l'atelier où on fabriquait des maquettes d'immeubles dans des espaces verts. On utilisait du polystyrène qu'on découpait avec une lame chauffée sur un réchaud, qu'on peignait ensuite avec des colorants en fonction de son utilité, arbres, immeubles, etc. Ce réchaud avec des fils incandescents était posé branché sur le radiateur où je me suis appuyée pour me chauffer le dos, car c'était déjà l'automne. J'avais une blouse sur mes vêtements pour me protéger des saletés. Une des filles s'est aperçue que ma blouse a pris feu et elle a crié et je me suis collé le dos contre le mur. À part la blouse, pas de mal, juste une frayeur terrible. Si j'avais eu les cheveux longs, je n'ose pas y penser. Plus loin, je parlerai du bureau où j'ai travaillé après le retour à Satu Mare. L'année du bac, en été 1969, avec l'examen et le bal du fin des études. Nous sommes devenus des adultes. Toutes les filles, nous nous sommes habillées pour le bal et nous avons fait des photos avec certains profs aussi. L'année précédente, la prof de latin, Ochian, savait déjà que je voulais devenir prof de français, car en première, chaque élève devait déjà exprimer son souhait, à savoir ce qu'il voulait faire après le bac. Donc, pour mon anniversaire de 18 ans, elle m'a offert un roman de l'auteur anglais Stevenson, traduit en français, L'île au trésor, et qu'elle m'a dédicacé ainsi. Pour la future prof de français, beaucoup de succès, Maria Ochian, le 15 mars 1968. Le bal a été très agréable. J'ai pu danser jusqu'à l'aube. J'aimais danser, malgré que je n'ai jamais appris, mais avec un bon cavalier, c'était facile de valser ou de danser le twist à la mode à l'époque. Je me souviens d'un garçon dans la classe hongroise qui s'appelait Grib András. Tiens, je me rends compte que c'était déjà un André hongrois. Il était très bon danseur, il a essayé de me courtiser, il était entreprenant, mais il ne me plaisait pas, il avait un visage et une coiffure bizarres, sauf pour la danse. J'ai sa photo dans le cahier d'école, où figurent les photos de tous les élèves de terminale de l'année 1969. C'est là-dedans que je l'ai photographié et je me suis souvenu de son prénom. J'avais une robe en velours de couleur bleu nuit, agrémentée d'une fleur rouge, des chaussures rouges, sac à main rouge et des boucles d'oreilles. Nous avons fait aussi des photos avec les filles de ma classe et 2 professeurs, la principale Ochian et la prof de géographie. Les matières de géographie et d'histoire étaient enseignées par 2 profs différents. Heureusement, car le prof d'histoire me faisait mal au ventre. Il ne m'a jamais vraiment embêté, mais quand il rentrait en classe
très sévère, avec son regard glacial. Moi, j'étais tétanisée. C'est sûrement aussi parce que l'histoire de la Roumanie ne m'intéressait pas tellement. Je ne trouvais pas mon compte sur ce qu'il racontait. C'était l'époque de Ceausescu. Plusieurs années après mon arrivée en France, je faisais encore des cauchemars avec des scènes à l'école, avec ce prof qui m'interrogeait et je ne connaissais absolument pas ma leçon. En l'écrivant aujourd'hui, je me dis le traumatisme a été si profondément enfoui dans mon cerveau, car les 4 années que je passais par la suite encore à la maison, je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce genre de rêve, seulement au moment où je suis arrivée en France. Un livre, Elena Ceausescu, Carnet secret, écrit par 2 Français, Patrick Rambaud et Francis Spinner, après la révolution en Roumanie, en automne 1989, et l'exécution du couple Ceausescu, a été édité en France par Flammarion en 1990. Un livre qui m'a dégoûté, m'a rendu malade. C'est à lire pour comprendre à quel point certaines personnes en Roumanie, et plus particulièrement Elena Ceausescu, qui était réellement une femme très stupide et méchante, haïssait les Hongrois et les Juifs. C'est aussi à un spectacle à l'école que j'ai chanté sur scène « Parlez-moi d'amour » de Dalida. En français bien sûr, car c'est la prof de français qui a organisé le spectacle et elle apparaît sur une photo sur scène à la fin avec le bouquet de fleurs et son petit garçon. On m'aperçoit également un peu derrière elle. J'ai eu le trac, ma voix ne me plaisait pas vraiment, car elle ne faisait pas ce que je voulais, mais enfin, la prof a été très applaudie pour son organisation, et bien entendu tous les élèves qui ont participé, donc moi aussi. Avec l'école de Baia Mare, j'ai vu aussi la première fois un opéra, le Rigoletto. À Satu Mare, nous allions régulièrement au théâtre, voir de pièces en hongrois et au concert classique avec des interprètes parfois étrangers aussi et accompagnés souvent par l'orchestre local nommé le Glinka, d'après le nom d'un compositeur russe dont voici la biographie. Juste par curiosité, à la fin des années 1960 et début 1970, une nouvelle intéressante circulait sur une nouvelle langue, l'espéranto. J'ai entendu parler de cela, mais ça n'a pas vraiment attiré l'attention, car comme on dit aujourd'hui, c'est une langue artificielle et que personne ne peut dire que c'est sa langue maternelle. Donc 50 ans après, c'est toujours pas d'actualité. Quelques mois après le bac, nous sommes retournés à Satu Mare, où mon père a été nommé chef comptable dans l'entreprise, où ma mère est devenue fonctionnaire et moi dessinatrice de plans à l'encre de Chine noire sur papier calque en architecture. À l'occasion du 1er mai ou à la fête nationale le 21 août, nous étions chargés d'écrire des banderoles et des pancartes. Ici, nous sommes en plein travail avec mes collègues. On peut voir un groupe de personnes qui défilent sous les slogans à la gloire de Ceausescu et on aperçoit ma mère avec des lunettes de soleil au milieu de ses collègues. Nous avons obtenu un très bel appartement de 4 pièces tout neuf dans la rue Mileniu-Lui. Nous avons aménagé avec ma grand-mère Balochko, mes parents et nous les 3 filles. Je garde un souvenir douloureux de l'époque de la cohabitation avec la grand-mère. Elle faisait une cuisine différente de celle de ma mère. Elle était têtue et en même temps très discrète. Elle ne voulait pas manger avec nous. Je ne sais pas si c'est à cause de ses dents ou autre chose. Elle allait souvent à l'église et priait beaucoup dans sa chambre aussi. Je pense qu'à l'époque, ça valait une bonne séance de psychothérapie, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque. Je ne me souviens pas si elle avait des lunettes, mais de temps en temps, elle me demandait d'enfiler du fil à coudre dans son aiguille.
Aujourd'hui, je me rends compte que je ne m'intéressais pas beaucoup à elle. Quand je suis partie vivre en France en 1973, elle m'a offert un livre de cuisine publié en 1958 et qu'elle m'a dédicacé, avec beaucoup d'amour, de grand-mère Bolochko pour ma gentille petite fille Antonia, en souvenir, le 30 novembre 1973. Je l'ai toujours ce livre, malgré les 50 années de déménagement partout en France. Après son décès, j'ai hérité de ces 2 assiettes avec un dessin en bleu qu'elle a dû avoir peut-être comme dot à son mariage, et c'est tout ce qui restait de son service de vaisselle. Au dos des assiettes, on peut remarquer l'écriture Hollande, Johnson Bros, England. J'aimais beaucoup aller au cinéma. J'ai vu beaucoup de films avec Gérard Philippe. J'ai gardé la liste des films que j'ai vus à l'époque en Roumanie. Les grands-parents Geiger habitaient déjà dans la petite maison qui leur appartenait. En mai 1970, une énorme inondation s'est produite. La rivière Sommech a rompu la digue qui protégeait la ville. Plus de la moitié de la ville s'est retrouvée dans l'eau et la boue. Comme beaucoup de maisons datées du XIXe siècle, construites avec des torchis, des briques en terre, elles se sont écroulées les unes après les autres, lavées par la rivière. La maison des grands-parents aussi. Il ne restait plus que les cadres des portes et fenêtres en bois. Voici le résultat. Quel désarroi! Heureusement que nous avions le grand appartement où nous avons accueilli les grands-parents Geiger aussi. Donc nous avons vécu pendant plus d'1 an à 8 dans les 4 pièces. Ils ont pratiquement tout perdu, les meubles, les souvenirs. Ils ont réussi quand même à sauver quelques photos et mon grand-père a restauré quelques meubles aussi. Le rosier a survécu à l'inondation. Ils ont reconstruit une maison à étages en briques. Mon grand-père a beaucoup travaillé, a fait la terrasse devant la cuisine du rez-de-chaussée. La tante Pincy, la sœur de ma mère, est devenue propriétaire de l'appartement à l'étage et elle a aménagé. Après le décès des grands-parents, mes parents ont récupéré le rez-de-chaussée où ils ont vécu jusqu'à leur décès. Cette rue a changé de nom au cours des années 1900-1990 de Pázsit utca, Engels utca, Paris utca.